Alors, bonjour, on va continuer notre chapitre. Cette fois-ci, on va faire un pas en arrière pour revenir sur la question de la transmission de l'information génétique. Nous avons bien détaillé ce mécanisme de mitose, c'est-à-dire une cellule mère finit par donner deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. La question qui se pose, comment une cellule va subir une division et donner deux cellules identiques entre elles et identiques à la cellule mère? Il y a un problème au niveau de la quantité de l'ADN. Si cette quantité est divisée par deux, donc les cellules, elles vont partager cette quantité et donc chacune aura la moitié. Chose qui n'est pas vraie lors de la mitose. Les cellules qu'on va obtenir, elles ont chacune la même quantité d'ADN que la cellule mère. Le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Alors, la réponse, c'est ce qu'on va essayer de détailler à l'occasion de cette séance pour dire qu'une cellule, avant d'entamer sa division, elle doit se préparer à sa division. La cellule, c'est quoi? Deux constituants majeurs. Il y a le noyau, qui comporte le matériel génétique, il y a le cytoplasme. Donc la cellule, elle doit préparer ces deux éléments pour pouvoir donner deux cellules filles qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Cette période de préparation qui précède la mitose s'appelle interphase. Donc l'interphase, c'est la durée pendant laquelle une cellule se prépare à la division. Qu'est-ce qu'on va préparer durant cette interphase? Il y a le volume de cytoplasme qui doit augmenter et il y a la quantité de matériel génétique qui doit dédoubler. Alors le graphique là montre la variation de la quantité d'ADN dans le noyau en fonction du temps. Nous avons notre cellule de départ. Elle compte une quantité 9 picogrammes comme quantité d'ADN. Cette quantité reste constante pendant une bonne durée, ici de l'ordre de 8 heures. Avant que cette quantité connaisse une augmentation progressive pour atteindre le double, donc normalement ça doit atteindre 18, c'est le double des 9 picogrammes que nous avons ici, pour se stabiliser à nouveau. Et c'est à ce moment-là que la cellule est capable d'entamer sa division, sa mitose, avec les étapes que nous avons vues précédemment, prophase, métaphase, anaphase, et puis télophase, pour finir par l'obtention de deux cellules par une reproduction conforme. Donc l'interphase comporte 3 temps. Un premier temps durant lequel la quantité d'ADN reste constante, à une quantité Q, elle est appelée G1. C'est une première phase de croissance. L'ADN ne change pas. Qu'est-ce qui va changer durant cette phase? C'est le cytoplasme. La deuxième phase, pour passer de Q à 2 fois Q, le double de la quantité, la durée pendant laquelle on va dupliquer la quantité d'ADN. Ça s'appelle S, du synthèse, c'est duplication d'ADN. Ensuite, il y a un deuxième temps durant lequel la quantité reste constante. Elle est appelée G2. Donc nous avons G1 et puis G2. G gap. C'est une phase de croissance. L'ADN ne change pas pendant cette durée-là. Non plus durant G2. Donc nous avons deux phases de croissance séparées par une phase de duplication du matériel génétique. Là on comprend pourquoi et comment deux cellules filles ils peuvent avoir la même quantité que la cellule mère. Pour la simple raison que cette cellule mère, avant d'entamer sa division, elle va dupliquer sa quantité de matériel génétique. Donc cet ADN qui est estimé à une quantité Q quelconque va être 2 fois Q grâce à une phase dite S. De la même façon, même le volume cytoplasmique, la cellule ne garde pas son volume, elle augmente pendant G1 et aussi pendant G2. De cette façon-là, la cellule, elle a dupliqué sa quantité de matériel génétique, elle a augmenté son volume de cytoplasme,
C'est-à-dire, à ce point-là, elle a réalisé un rapport noyau sur cytoplasme favorable à la réalisation d'une mitose et donc l'obtention de 2 cellules filles. Alors, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant d'entamer la mitose, la cellule, qu'est-ce qu'elle doit faire? Réponse, elle doit se préparer. Qu'appelle-t-on cette période de préparation? C'est l'interphase. L'interphase comporte 3 étapes, 3 phases. D'abord, une première phase de croissance G1, une deuxième phase, c'est S, c'est la duplication de l'ADN, une troisième phase, c'est G2. Donc G1 plus S plus G2, c'est l'interphase. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est la partie la plus longue. La mitose, ça dure 1 heure seulement, mais 19 heures de préparation. Ben, c'est tout à fait normal. Cette cellule, elle doit augmenter à la fois son volume cytoplasmique et dupliquer son matériel génétique et donc se préparer. Là, une notion s'impose. On démarre avec une cellule ayant une quantité Q et on finit avec des cellules ayant la même quantité. Et donc on revient à notre point de départ. C'est pourquoi l'ensemble de l'interphase plus mitose constitue un cycle appelé cycle cellulaire. Un cycle, pour pouvoir parler d'un cycle, donc le point de départ, c'est le point d'arrivée. La cellule, elle comptait Q, les cellules filles comptaient la même quantité d'ADN. Même le nombre de chromosomes ne va pas changer, et donc on parle d'un cycle cellulaire. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser maintenant? On ne va pas s'intéresser beaucoup à ces phases de croissance de volume cytoplasmique. Ce qui va nous intéresser, comment une cellule arrive à dupliquer son matériel génétique, arrive à dupliquer son ADN. Donc là, c'est une grande question, il faut comprendre comment se fait, selon quel modèle cette duplication se fait et selon quel mécanisme. Ce sont les 2 questions sur lesquelles on va essayer de répondre par la suite. Donc on va répondre d'abord au modèle selon lequel cette duplication va se faire. Donc toujours on parle de la phase S, la phase de duplication, c'est-à-dire partir de Q à 2 fois Q. 2. Le mécanisme avec lequel se fait cette réplication. Alors, une molécule d'ADN, on a vu, elle est faite de quoi? Une molécule d'ADN, c'est 2 brins antiparallèles. Donc, on part d'une molécule d'ADN, à la fin de S, on aura 2 molécules d'ADN. Donc, comment se fait et selon quel modèle? Là, qu'est-ce que vous voyez? Les modèles possibles. On peut, c'est légitime de penser que la molécule d'ADN initiale, représentée ici en noir, va rester intacte, et il y a formation d'une nouvelle molécule. Donc là, ça fait la quantité Q, là, on aura 2 fois Q. Sauf que les 2 brins de départ, représentés en noir, restent unis entre eux, et les 2 brins, les 2 nouveaux brins en rouge, forment une nouvelle molécule. Donc, on a 2 molécules, mais les 2 brins initiaux sont là, et le nouveau brin constitue la nouvelle molécule d'ADN. Ça, c'est une possibilité, c'est un modèle qu'on peut qualifier comment? C'est un modèle conservatif. Pourquoi on va le qualifier de conservatif? Parce que les 2 brins de la molécule mère ont resté associés entre eux. Donc, on a conservé les 2 brins et on a formé une nouvelle molécule. Aussi, on peut penser à un autre modèle, celui-là. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de ce modèle? Voilà l'ADN initial. Les 2 brins sont représentés en noir. Après la phase S, on va obtenir 2 molécules d'ADN. Sauf que cette fois-ci, chaque molécule compte un ancien brin en noir et un nouveau brin au rouge. La même chose ici. Si ce modèle a été qualifié de conservatif, parce que rouge avec rouge, noir avec noir, là, un noir avec un rouge avec un noir, comment on peut qualifier ce modèle? Ce modèle, on ne peut le qualifier. Est-ce qu'on peut le qualifier de conservatif? Non, on n'a pas conservé la molécule de départ. Donc c'est un modèle semi-conservatif. Pourquoi?
Pour la simple raison, on a conservé seulement un bras et nous avons formé un nouveau bras. Ça, on est toujours dans des hypothèses, dans des modèles possibles pour tenter d'expliquer ce qui se passe pendant cette phase S de duplication. Il y a aussi, on peut penser à ce que la molécule d'ADN de départ soit fragmentée et les nouvelles molécules d'ADN qu'on aura à la fin de S, au niveau de chaque bras, on va trouver des fragments anciens, un nouveau fragment ancien. Et donc, c'est une dispersion des fragments de départ qui vont se mélanger avec le nouveau fragment pour donner un fragment qui comporte à la fois des parties anciennes et des parties qui sont nouvellement formées. Alors, comment on peut qualifier ce modèle? Est-ce que c'est un modèle conservatif? Bien sûr, non. On n'a rien conservé. Est-ce qu'on a conservé la moitié? Non plus. Alors, ce n'est ni conservatif, ni ce n'est conservatif, c'est un modèle dispersif. C'est un modèle dispersif. Est-ce que la molécule d'ADN se duplique selon ces trois modèles? Non. On doit vérifier lequel des trois modèles est valable pour expliquer la duplication de l'ADN pendant la phase S. Est-ce que c'est le modèle conservatif, semi-conservatif ou dispersif? Pour pouvoir étayer ces hypothèses, il faut passer à l'expérience. L'expérience réalisée par Michelson et Stahl en 1958 donne une réponse claire sur le modèle qui explique comment se fait la multiplication ou bien la duplication de l'ADN. Pour faciliter la compréhension, on va voir une animation qui nous explique le travail qui a été réalisé par Michelson et Stahl. Comme vous pouvez le voir dans cette animation, donc le temps de voir l'animation devant vous, Michelson et Stahl, elle a travaillé par des bactéries. Elle va suivre cette bactérie lors de sa multiplication, elle va suivre cette bactérie lors de sa multiplication, mais pour pouvoir suivre cette multiplication bactérienne, cette division, la bactérie aussi elle doit se préparer. Donc elle doit dupliquer son ADN avant de se diviser. Alors l'idée est d'utiliser deux isotopes d'azote, un azote N15 et l'azote N14. Pourquoi Michelson et Stahl ont choisi de travailler par l'azote N15 et N14? Parce que l'ADN, il est constitué, on a vu ça hier, il est constitué de sucre, groupe non-phosphate, mais aussi des bases azotées. Des bases azotées, et donc l'azote, c'est un élément détecteur, et nous avons l'azote N14, c'est un isotope léger, et N15, c'est un isotope qui est lourd. Et donc, elles ont pensé à la possibilité de séparer l'ADN en fonction de sa densité. En fonction de et qui va déterminer la densité de cet ADN? Bien sûr, c'est le type d'azote, l'isotope d'azote utilisé dans le milieu de culture. Allons voir maintenant l'expérience. La bactérie, elle est cultivée dans un milieu de culture qui contient l'azote N15. Alors, nous allons suivre tous ensemble. La bactérie, elle va profiter des conditions du milieu. Elle va se multiplier dans ce milieu-là. Voilà. Donc, elle s'est préparée. Elle a entamé sa division. Ensuite, on va transférer ces bactéries dans un autre milieu, mais cette fois-ci qui comporte l'azote N14. Dans les deux cas, on va extraire l'ADN des bactéries, aussi bien les bactéries qui ont été élevées dans N15 que celles qui ont été élevées dans le milieu N14. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est comment on va séparer l'ADN en fonction de sa densité
avec la technique de centrifugation. Donc, pour que vous puissiez suivre avec aisance, ce que nous avons fait, ou bien ce que Messie s'installe ont fait, c'est de cultiver les bactéries dans un milieu contenant l'azote N15 et d'autres dans un milieu contenant l'azote N14. Ensuite, elles ont extrait l'ADN de ces bactéries et elles ont procédé à une séparation par la technique de centrifugation et voir quelles sont les densités et voir est-ce que N15 et N14 permettent de distinguer les deux types d'ADN chez les deux bactéries. On va voir le résultat qu'elles ont obtenu après centrifugation. Là, c'est la technique de centrifugation. Voilà. Là, on aura les résultats de 4 expériences. Alors, ça, c'est le tube qui contenait des bactéries qui ont été cultivées dans un milieu contenant N14. L'ADN présente une bande en haut. Pourquoi? Parce qu'elle est légère. Vu la densité, l'ADN, l'azote est léger, et donc la densité de l'ADN va être légère. Là, bien sûr, l'azote, c'est un constituant principal des bases azotées. C'est pourquoi on aura une bande au haut du tube, vu sa faible densité. Allons voir maintenant les bactéries qui ont été cultivées dans un milieu N15. À votre avis, la bande d'ADN extraite, elle va être où au niveau de ce tube? Au haut, milieu ou en bas? On va voir. Vous avez la réponse en tête, on va vérifier. Nos bactéries, elles étaient cultivées dans un milieu N15. La réponse est devant vous. Lorsque les bactéries sont cultivées dans un milieu N15, la bande d'ADN, c'est en bas, parce que c'est un ADN qui est lourd. Là, c'est un ADN qui est léger. Et donc, qui détermine la densité de cet ADN? C'est le type d'azote présent dans le milieu. Lorsque l'azote présent dans le milieu est un azote N14, on aura un ADN léger, une densité faible. Et lorsque les bactéries sont cultivées dans un milieu contenant N15, on aura un ADN qui est lourd. Et donc, elle va former une bande en bas. Pourquoi ces tubes? Là, on va transférer les bactéries qui vivaient dans un milieu N15 dans un milieu N14. Donc, on va faire un transfert. On va prendre des bactéries cultivées dans N15 pour les transférer dans un milieu contenant N14 et voir, n'oubliez pas qu'on est en train de voir selon quel modèle se fait la réplication de l'ADN. Alors, on va voir ces bactéries N15 transférées dans un milieu N14, quel ADN elles vont donner. Quelle densité, bien sûr. Le résultat est là. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ADN lourd ou léger? Ni l'une, ni l'autre. C'est un ADN qui présente une densité moyenne. Alors, il faut expliquer pourquoi cet ADN présente une densité moyenne. Pour la simple raison que les bactéries, à partir desquelles on a extrait cet ADN, c'est des bactéries qui vivaient dans N15 et qui ont été transférées dans un milieu N14 pendant une génération. Ah, donc une densité moyenne, comment on peut l'expliquer? L'ADN de départ, c'est une bactérie N15, donc c'est un ADN dont les deux brins sont N15. Après transfert dans un milieu N14, ces deux brins se sont séparés. Un brin N15 a construit un brin N14. Donc c'est une molécule qui compte un brin qui contient N15 et un autre brin qui contient N14. Et donc la densité, bien évidemment, va être une densité moyenne entre N15 et N14. Je pense que vous voyez bien la différence. Là, c'est des bactéries qui vivaient uniquement dans un milieu 14. Là, des bactéries qui vivaient dans un milieu N15. Là, c'est des bactéries qui vivaient dans N15, mais qui ont été transférées pendant une génération dans un milieu N14. Elles présentent un ADN de densité moyenne. Alors, si vous avez bien compris, je vous pose une question. Si on va laisser ces bactéries faire une deuxième génération dans N14, est-ce que vous pouvez donner les deux types d'ADN, ou bien les types d'ADN qu'on aura dans le tube 4, c'est-à-dire après une deuxième génération? Là, c'est le résultat après une seule génération, un seul cycle.
là, après 2 générations, quel type d'ADN on peut avoir? Vous avez bien pensé à la réponse. Alors, nous avons l'ADN qui va faire un deuxième cycle, c'est un ADN mixte, hybride, N15 et N14. N15 va former N14, et donc elle va être ici au milieu. N14, elle va former N14, parce que le nouveau milieu, c'est un milieu N14. N14 avec N14, donc ça va être OO. Voilà, extraction d'ADN, centrifugation, et voilà, les 2 bandes qu'on obtient. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Vraiment. On revient quand même pour voir ça avant de continuer. Donc, c'est le résultat auquel vous avez pensé. Donc, les bactéries N15, transférées pendant une génération dans un milieu 14, donnent un ADN ayant une densité moyenne. Si on les laisse faire un deuxième cycle dans ce même milieu, on aura 2 types d'ADN, un ADN de densité moyenne ici et un ADN léger là. Et donc, ça confirme quel modèle parmi les 3 modèles qu'on vient de voir. Est-ce que c'est le dispersif? Est-ce que c'est le semi-conservatif ou le conservatif? La réponse est bien sûr, c'est le modèle semi-conservatif, parce que c'est le seul qui peut expliquer l'obtention de ces ADN avec de telles densités. Ce modèle semi-conservatif, on va l'expliciter de la sorte. Voilà notre ADN lourd, N15, N15. Un premier cycle, les 2 brins se séparent, chacun forme un nouveau brin. Donc là, c'est un ADN N15, N14. Ça, c'est la densité moyenne. Chacune des 2 molécules, elle va se séparer. Le vert, N15 va former N14. Mais N14, N14. Là, c'est un ADN léger. Celui-là, il est léger. Les 2, densité moyenne. Donc cet ADN et celui-là, ils forment la bande de densité moyenne. Celui-là et celui-là, ils forment la bande d'ADN légère. Et donc, la duplication de l'ADN pendant la phase S du cycle cellulaire se fait selon le modèle semi-conservatif. Donc, cette expérience-là nous a montré le modèle selon lequel une cellule va dupliquer son matériel génétique. Pour quoi faire? Pour préparer sa division par mitose et assurer la formation de 2 cellules qui comportent la même information génétique. Après, on va voir comment, maintenant, on connaît le modèle. On connaît le modèle, donc on va voir le mécanisme. On va voir le mécanisme. Donc là, c'est exactement les résultats qu'on vient de voir tout à l'heure. Un ADN léger, un ADN lourd, un ADN de densité moyenne. Après un deuxième cycle, nous avons toujours un ADN de densité moyenne et aussi un ADN qui est léger. Si on continue des cycles, la bande de densité moyenne, la quantité en termes de quantité diminue, et là, une grande bande ayant une densité qui est légère. Alors, comment se fait cette réplication, cette duplication de l'ADN? Là, au niveau du mécanisme, on vous montre un nucléofilament pendant la phase S. Là, c'est un schéma plus clair dans lequel on voit la séparation des 2 brins d'ADN au niveau de la chromatine pour former des structures spéciales dites œil de réplication. C'est à ce niveau-là que la réplication va avoir lieu. Alors, pour expliquer davantage comment ça se passe, nous avons ici la molécule d'ADN en double brin. Cette molécule d'ADN, au niveau d'un endroit spécifique, origine de réplication, il y aura la séparation des 2 brins et l'arrivée d'une enzyme spécifique
qui assure la formation du nouveau brin, pour finir par l'obtention de deux molécules d'ADN qui sont identiques. Là aussi, on va faire appel à une simulation pour voir exactement comment se fait cette duplication d'ADN. On connaît que ça se fait selon un modèle semi-conservatif. On sait que les deux brins doivent se séparer. Ces barreaux-là, ce sont les bases azotées qui sont reliées par, c'est ça, des bases azotées. Donc on doit casser, on doit assurer la rupture des liaisons, c'est ça, des liaisons hydrogènes entre les bases azotées pour séparer les deux brins et permettre à l'enzyme de produire un brin devant chacun des brins parentés. Alors, là, nous avons une molécule d'ADN. On va simplifier la chose. Donc la molécule d'ADN avec les deux brins et les bases azotées comme vous les voyez ici, avec toute la complémentarité qui existe entre ces bases azotées, on va assister à la duplication de cette molécule d'ADN pour finir avec l'obtention de deux molécules d'ADN. Et là, nous avons avec ces couleurs, on représente les différentes enzymes pour dire que c'est un phénomène complexe qui fait intervenir un certain nombre d'enzymes. On va parler au moins de l'hélicase qui va assurer la séparation des deux brins et la polymérase qui est là pour synthétiser le nouveau brin en respectant la complémentarité des bases azotées. Alors dans un premier temps, vous pouvez constater l'effet de l'hélicase qui est en train de séparer les deux brins. Donc une sorte d'Y en train de se former ici. Donc on va continuer dans ce sens à séparer les deux brins et l'enzyme qui va venir, elle va produire les nouveaux brins. Voilà. Donc l'hélicase qui sépare les deux brins, elle est arrivée à ce niveau-là. Là, c'est l'enzyme ADN polymérase, c'est l'enzyme clé de la réplication de l'ADN. Elle est en train d'assurer la formation de nouveaux brins, bien sûr en respectant la complémentarité des bases. Devant la base, là c'est le brin matrice, le brin initial. Devant A, on va ramener T, G, C, T, A, ainsi de suite. Là, T, l'ADN polymérase, elle va ramener le nucléotide ayant la base A, T, encore une fois, A, C, G, A, T, et on va continuer. Alors, l'enzyme est dite ADN polymérase, elle produit le brin dans le sens 5', 3'. Là, c'est une autre ADN polymérase qui est en train de produire le brin complémentaire à celui-là. Et voilà. Donc, on finit par, à la fin de S, l'obtention de deux molécules d'ADN qui sont identiques. Ben, les autres enzymes, ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais voilà, à la fin de S, on finit par avoir deux molécules d'ADN qui sont identiques entre elles, et donc chacune des cellules filles aura la même copie de l'information génétique. Souvenez-vous, au départ, il y avait une seule molécule, maintenant nous avons deux molécules qui sont exactement les mêmes. Si on s'amuse à suivre les bases azotées, croyez-moi, c'est exactement la même chose, et donc deux copies conformes, et lors de la mitose, chaque cellule aura sa copie intégrale de l'information génétique. Alors, reste pour récapituler et mettre le lien entre chromatine, ADN et tout. Là, ce qu'on voit, c'est un nucléofilament. On va voir qu'est-ce qui se passe pendant la phase S. Donc, c'est une sorte de récapitulation, de révision de ce que nous avons vu. Là, c'est un nucléofilament. C'est quoi un nucléofilament? C'est de la chromatine, c'est ADN plus les histones. Donc, elles sont là. Pendant la phase S, il va y avoir apparition de structures spéciales au niveau de ce nucléofilament. Je vais vous les montrer à travers cette animation-là. Voilà. Quelle est l'enzyme responsable de l'apparition de ces structures? Ça, c'est les yeux de réplication.
L'enzyme responsable, c'est l'hélicase. Voilà, c'est des structures qui se forment. Donc, c'est séparation des deux bras. Et devant chaque bras, on va construire un nouveau bras. Et donc, notre nucléofilament va dupliquer. Au lieu d'être constitué d'un seul filament, ça va être deux à la fin, comme on va le constater par la suite. Là, on va zoomer un petit peu sur cette partie-là pour voir exactement ce qui se passe. Quelle est l'enzyme qui fonctionne ici? C'est l'hélicase. Elle est en train de rompre les liaisons entre les bases azotées pour séparer les deux bras. L'enzyme qui arrive, c'est l'ADN polymérase. Elle est en train de synthétiser le nouveau bras. Là aussi, on aura une autre ADN polymérase qui synthétise le nouveau bras dans le sens 5'3'. Plus de détails pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette enzyme ADN polymérase. Devant T, on ramène un nucléotide ayant la base A. Devant G, on ramène celui ayant C. C va ramener G. Pour A, un nucléotide ayant T. Et donc là, c'est le nouveau bras qui est construit sur la base de celui-là. Ça, c'est un bras matrice. Et celui-là, c'est le nouveau bras qui est construit par l'ADN polymérase qui fonctionne dans le sens 5'3'. Et voilà, on obtient deux molécules d'ADN. Et on revient pour mettre en évidence ça. Il y avait un seul nucléofilament. Maintenant, nous avons deux. Elles sont réunies à ce niveau-là par un centromère. Donc la chromatine devient dupliquée alors qu'au début, elle était simple. Ainsi prend fin cette séance. J'espère que vous avez bien saisi le modèle selon lequel se fait la duplication de l'ADN et le mécanisme qui fait intervenir une enzyme hélicase qui sépare les deux bras, une enzyme ADN polymérase qui synthétise le nouveau bras. Et comme ça, on part de nucléofilament, d'une chromatine simple HG1 à des chromatines qui sont dupliquées. Et bien sûr, la quantité d'ADN, elle passe de Q à 2 fois Q. Et la chromatine simple devient dupliquée, ce qui permet aux cellules filles d'avoir la même quantité d'ADN, parce que Q, elle va devenir 2 fois Q, et par mitose, chacune aura Q, et même nombre de chromosomes. Parce que les chromosomes, elles étaient simples au départ, elles vont devenir dupliquées, et à la phase de la mitose, chaque cellule aura ses chromosomes. Merci pour votre attention.